Bonsoir, nous sommes le lundi 12 mai, il est 18h. Si vous nous rejoignez en direct, l'heure du journal de la rédaction. Tout de suite, les principaux titres qui seront développés ce soir. Face à la grogne d'un nombre grandissant de communes, le gouvernement va-t-il revenir sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires? Le directeur académique des services de l'éducation nationale dans les Yvelines s'exprime ce soir dans ce journal. Comment inverser la tendance pour le PS? À 2 semaines du scrutin européen, l'écart se creuse avec l'UMP et le FN pour les socialistes. Les candidats en Ile-de-France étaient au Mureau pour fédérer leurs troupes. Et puis une exposition, mais aussi des conférences, des ateliers, des démonstrations à Versailles autour du jeu vidéo. L'atelier numérique fête ce que certains qualifient de 10e art. Invité pour en parler, Johan Turbet-Deloff, directeur des affaires culturelles de la ville royale. L'image du jour, c'est à Versailles. Depuis ce matin, les usagers ne peuvent plus emprunter les lignes de réseau Phébus. Le dépôt de bus situé dans le quartier des Matelots à Versailles est bloqué. Comme vous pouvez le voir sur ces images, aucun bus ne peut en sortir. Les chauffeurs se plaignent de leurs conditions de travail, d'horaires contraignants. Ils réclament à leur direction une meilleure rémunération. C'est d'ailleurs la baisse de la prime annuelle qui a mis le feu aux poudres. On écoute les grévistes. C'est au micro de Jérémy Ebras. Cette année, ils ont provisionné les comptes au maximum pour nous faire diminuer la participation aux bénéfices de 80%. Donc les salariés se retrouvent avec 600 € de moins en participation. Donc c'est ça qui a déclenché le mouvement. Maintenant, c'est un gros mot de demander des augmentations salariales, quoi. Jointe par téléphone, la direction s'estime surprise de ce blocage mais prête à négocier. 215 salariés sur 268 seraient en grève. Ils comptent, eux, de leur côté, poursuivre le mouvement s'ils n'obtiennent pas rapidement satisfaction. Alors que Benoît Hamon l'a affirmé ce matin sur BFM, la réforme des rythmes scolaires se fera bien dans toutes les communes dès le mois de septembre à travers la France. Nous sommes allés nous rencontrer le directeur de l'Académie des Yvelines. Il répond à l'opposition d'un certain nombre de villes dont Plaisir, Maurepas ou encore Elancourt. Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude. Dans les Yvelines, 240 communes sont concernées par le changement de rythme scolaire. 8 l'appliquent déjà depuis 2013. À ce jour, 198 projets ont été déposés sur le bureau de l'inspecteur académique. Et pour les 34 autres communes qui n'ont pas encore rendu leur copie, le temps presse. La date butoir a été fixée au 6 juin pour toutes les villes et même pour celles qui freinent à appliquer la réforme. Car dans le département du ministre de l'Éducation, Benoît Hamon, pas question de transiger. Ces communes savent bien, puisque ça se décide au niveau national, qu'il n'est pas question de moratoire. Le ministre a rappelé encore récemment qu'on aurait à la rentrée des textes qui s'appliquent et que par conséquent les horaires des écoles devraient répondre aux principes de base, semaine de 24 heures, 5 demi-journées travaillées. La ville de Plaisir a déjà annoncé qu'elle n'appliquerait pas la réforme des rythmes scolaires, trop coûteuse à mettre en place. D'autres communes comme Maurepas, Elancourt ou Beaudarcy réclament un moratoire sur la question. Et si cela coince toujours, c'est l'inspecteur d'académie qui fixera les nouveaux horaires à mettre en place. Ce que je compte faire, c'est prendre le dénominateur le plus commun au département. Et je peux le dire dès à présent, il est simple, d'ailleurs je l'ai répété à chaque fois que nécessaire. Ce qu'on retrouve le plus, c'est un fonctionnement à 5 demi-journées, mercredi matin compris. Et pour les horaires des 4 après-midi restantes, en réalité, une organisation suivante, un quart d'heure de moins dans la pause méridienne et une demi-heure de moins en fin d'après-midi. Autrement dit, ça vous donne des horaires qui vous font terminer à 16h au lieu de 16h30. Tout d'abord, j'espère ne pas avoir à le faire. J'espère que, in fine, une idée d'organisation horaire sera retenue par les communes qui demeurent. Un dernier conseil départemental d'éducation nationale se tiendra vers le 20 juin. Des courriers vont être à nouveau envoyés aux communes pour leur préciser les assouplissements proposés par le nouveau décret. Des communes qui peuvent demander à expérimenter pendant 1, 2 ou 3 ans la réforme. Cela suffira-t-il à convaincre les élus les plus réfractaires? Une course contre le temps s'engage. On reste dans le domaine de l'éducation avec le collège musulman de Montigny, le Bretonneux, un établissement qui vient de se voir refuser un contrat d'association avec l'éducation nationale. Le rectorat évoque un manque de moyens pour venir en aide à l'ensemble des écoles privées du département. La direction du site Igny-Montin parle d'injustice. Une pétition a d'ailleurs été lancée. Ce contrat de partenariat permettrait de diminuer de 60% des frais de scolarité, actuellement de 3 500 € par an et par enfant, et qui sont donc assumés entièrement par les parents. Politique à présent, le PS en campagne dans les Yvelines pour ce scrutin européen du 25 mai. La tête de liste en Ile-de-France, Pervenche Berès, et son colistier, le conseiller régional Guillaume Ballas, étaient présents au Mureau mercredi dernier.
Convaincre, mot d'ordre des socialistes pour ce scrutin européen. Convaincre sur le programme, bien sûr, mais aussi sur le fait que l'élection ne doit pas servir à sanctionner le gouvernement français. Ce scrutin, c'est pas le troisième tour des municipales. C'est pas un sondage grandeur nature où on se fait plaisir sans regarder quel est le pouvoir qu'on met en place. Et ça n'est pas non plus une mini présidentielle. Dans un département comme celui-ci, celui des Yvelines, si on coupe les frontières, si on sort la France de l'euro, si on veut isoler la France, eh bien nous perdrons des emplois. Parce que dans un département comme celui-ci, beaucoup des emplois dépendent d'entreprises qui sont venues investir dans notre pays. Présente au Murau mercredi dernier, la tête de liste socialiste en Ile-de-France était accompagnée de ses colistiers. Guillaume Balas, déjà conseiller régional, et Michel Christofoul, seule Yvelinoise recensée. Tous deux préfèrent garder la tête froide face aux sondages qui donnent leur formation 3e derrière l'UFN et l'UMP. Les sondages municipaux donnaient un bon score pour le Parti socialiste et on a vu le résultat. Donc j'allais dire, pour plaisanter, que puisqu'ils sont mauvais, peut-être qu'on fera un bon score. Non, ça m'indiffère totalement. Ce qui est important, c'est de militer. Les sondages sont une photographie, ça n'est pas une prévision et donc c'est bougeable. 70% des personnes en France sondées soit ne connaissent pas l'orientation politique du Parlement européen, soit pensent qu'il est à gauche. Donc c'est quand même extraordinaire de finalement d'avoir à assumer, nous socialistes français, un Parlement européen qui est majoritairement à droite, et largement, une Commission européenne qui est majoritairement à droite, incarnée par son président. Sur le fond, le PS évoque dans son programme un salaire minimum européen, une harmonisation du droit des travailleurs, une taxation de la finance ou encore des investissements dans de grands projets industriels. Et ce soir, c'est à l'UMP, ce lundi soir, d'organiser son meeting de campagne dans les Yvelines. Marly Leroy, Alain Lamassoure, Rachida Dati, les têtes de liste seront présents dès 20h30 pour débattre avec le public, mais aussi pour motiver leurs troupes. Les candidats yvelinois Jean-Michel Fourgousse et Cécile Dumoulin sont aussi annoncés. Nous y reviendrons bien sûr dès demain. Europe toujours avec un nouveau volet de notre module dédié au rôle de l'Union. Comment intervient l'Europe dans notre quotidien? Ce soir, Europe Direct Yvelines nous parle de sécurité alimentaire. Il est également question des OGM. C'est au micro de Catherine Zulato. Le label d'origine protégée vise tout simplement à protéger un produit qui est fabriqué dans une zone en particulier de l'Union européenne. Par exemple, le beurre de Bresse bénéficie donc d'une AOP, la feta salakis bénéficie d'une AOP, le vin de Rioja en Italie bénéficie d'une AOP. C'est-à-dire que des produits qui sont, par exemple un beurre qui est fabriqué, on va prendre en Angleterre ou en Croatie, et qui essaye de se vendre en tant que beurre de Bresse, s'il est commercialisé en tant que tel, il suffit qu'un producteur qui effectivement produit du beurre de Bresse, en fait, peut attaquer tout simplement l'industrie anglaise ou croate qui fabrique ce produit pour concurrence déloyale. C'est effectivement une sécurité pour le consommateur. En fait, ça vise tout simplement à valoriser un patrimoine, une méthode de fabrication locale. Il y a toute une demande à faire. Donc la demande est la demande est très longue, c'est un très long dossier, c'est extrêmement dur à avoir. Et donc en fait, c'est un précieux sésame. Voilà, ça a véritablement une valeur juridique pour les producteurs qui produisent ce genre de produits. Ça a un impact très fort qui leur permet notamment en fait d'agir en justice contre tous ceux qui font du parasitisme en la matière. Pour les OGM, tout simplement, l'Europe a imposé un étiquetage obligatoire, c'est-à-dire que si dans un produit alimentaire il y a plus de 0,01 ou 0,1% d'OGM, ça doit être indiqué. C'est-à-dire qu'on doit avoir sur le paquet contient des OGM. Voilà. Après, au niveau de la sécurité alimentaire, l'Union européenne va agir sur différents plans et on a notamment en fait un programme qui s'appelle de la fourche à la fourchette. Et en fait, ça vise à assurer la traçabilité complète du produit. C'est notamment, de manière pratique, c'est notamment saumon pêché en Norvège, produit qui a été fabriqué, du beurre qui a été fabriqué en Normandie. En fait, voilà, ça vise à donner un lieu et en fait, c'est que grâce aux indications qu'on a sur le paquet du produit, on doit pouvoir remonter directement à la source, au créateur du produit. Tout ce qui répond au E, 100 et compagnie, tous ces trucs-là, ça c'est imposé par Bruxelles. Voilà. Donc ça c'est vraiment les produits dangereux, tout ce qui peut effectivement provoquer un risque pour la santé du consommateur, ça effectivement c'est imposé par Bruxelles.
passe à l'entretien de cette édition. Je reçois à présent Johan Turbet-Deloff. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, Merci directeur beaucoup. des affaires culturelles de la ville de Versailles. Versailles qui propose jusqu'au 31 mai le mois du jeu vidéo à travers son atelier numérique, un établissement du réseau des bibliothèques. Pourquoi cette association surprenante déjà entre le jeu vidéo et la cité royale, ville d'histoire qui est Versailles? C'est un petit peu le grand écart entre les siècles. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que vous savez bien, ça fait longtemps maintenant, ça fait plusieurs années qu'on essaye justement que Versailles puisse être la vitrine de l'innovation culturelle, de la diversité culturelle. Et évidemment, nous sommes très fiers du passé versaillais et nous essayons de le mettre en valeur le plus possible, mais surtout de le connecter le plus possible à ce qui se fait aujourd'hui, à ce qui se fait de plus récent et de plus innovant. Donc le jeu vidéo avait toute sa place à Versailles, au contraire. On va préciser aussi qu'à Versailles, il y a une importante société qui est implantée, même si elle ne travaille pas avec vous sur cette exposition. C'est Blizzard, qui est notamment créatrice de ce jeu vidéo World of Warcraft, vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. On va regarder plus en détail les animations que vous proposez, avec tout de même une petite précision. Ce n'est pas finalement uniquement le jeu vidéo. Et il y a aussi tout ce qui est imprimante 3D, des robots intelligents aussi. Comment s'est construit un peu le programme? En fait, l'idée, c'est effectivement de revenir sur ces 40, même 50 dernières années du jeu vidéo, mais de s'intéresser aussi à toutes les évolutions technologiques qui, effectivement, ne sont pas directement du jeu vidéo, mais directement connectées avec le jeu vidéo, puisqu'elles ont permis que le jeu vidéo puisse évoluer avec de nouvelles technologies. Donc on parle de l'imprimante 3D, on parle du robot Nao, on parle de pyramide holographique. Effectivement, c'est directement connecté avec l'industrie du jeu vidéo, malgré tout. Pierre angulaire, bien sûr, de ces différentes animations, c'est l'exposition Play It Rétro, 40 ans d'histoire. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent le jeu vidéo comme le 10e art? Alors, je me garderais bien de me prononcer sur le sujet. Quel regard vous avez-vous? Pour autant, c'est éminemment un sujet culturel et éminemment de la création. Donc effectivement, c'est un art. Puisque c'est un art à part, c'est un art qui se distingue effectivement des 9 autres arts, qui fait appel à beaucoup de techniques, que ce soit effectivement le dessin, beaucoup de choses véritablement artistiques qui permettent de créer des jeux vidéo. Et effectivement, le parti pris que l'on a voulu présenter dans cette exposition, c'est que le jeu vidéo était éminemment artistique, éminemment culturel, un sujet de société à part entière. Donc effectivement, on peut considérer que c'est un art à part entière. Parce que parfois il est mal aimé, en tout cas peut-être mal compris. D'ailleurs, il y aura une conférence qui sera proposée le 22 mai, jeudi, voilà. Le jeu vidéo expliqué aux parents. C'est ça. Ce qu'on a voulu montrer, c'est que le jeu vidéo dépasse de loin sa dimension de pur divertissement ou de vecteur de violence pour les enfants qui du coup grandissent avec de mauvaises idées ou des idées néfastes. Des jeux adaptés à chaque âge. Voilà, déjà des jeux adaptés à chaque âge, mais surtout des jeux constructifs, des jeux qui peuvent vraiment apporter une plus-value en matière culturelle, en matière d'ouverture d'esprit, en matière de créativité, en matière de développement de la personnalité. Et c'est vrai qu'on a voulu montrer donc non seulement cette évolution, mais aussi qu'aujourd'hui on avait des générations entières de très jeunes et beaucoup plus âgés qui jouaient aux jeux vidéo, donc ce n'était pas nécessairement un danger, et au contraire. Et du coup on l'explique dans ces conférences qui sont en parallèle de l'exposition aux parents, à tous ceux qui veulent venir, tout est en entrée libre évidemment, on explique que le jeu vidéo est un plus, et bien plus souvent un plus que quelque chose de négatif. Et le programme complet est à retrouver sur le site internet de la ville de Versailles. On en revient à cette exposition que je vous propose de découvrir à présent à travers ce reportage d'Aurélia Debussy. Avis aux amateurs de rétro gaming ou tout simplement aux curieux, l'atelier numérique de Versailles rend hommage jusqu'au 31 mai aux célèbres consoles et jeux vidéo qui ont marqué l'essor de ce divertissement. Un mois entier consacré à ce phénomène de masse qui touche aujourd'hui près de 25 millions de Français. Nous avons décidé d'organiser ce mois du jeu vidéo qui est une forme d'art, une forme de culture très importante et d'autant plus que, et de plus en plus, les scénarios de tous ces jeux vidéo se rapprochent de plus en plus du cinéma et même parfois dépassent le cinéma avec vraiment cette forme d'art particulière qu'est le jeu vidéo. Une forme d'art particulière dont le secteur ultra dynamique ne cesse de croître depuis plus de 40 ans, des recettes qui lui confèrent la place de première industrie culturelle en France et dans le monde devant celle du cinéma et de la musique. En collaboration avec le musée du jeu vidéo, l'exposition Play It Rétro met en avant notamment l'évolution des techniques, du graphisme et du design du jeu. C'est une exposition qui a une double vocation, c'est déjà d'une part de faire découvrir à ceux qui ne connaîtraient pas ce matériel assez ancien finalement, le jeu vidéo, le faire redécouvrir
mais aussi il y a un côté très interactif qui permet aux gens de jouer avec ce matériel qu'on retrouve parfois dans les caves, mais pas du tout devant une télé ni dans un bar à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment ce double aspect interactif et découverte que nous avons voulu mettre en avant, sans oublier peut-être le côté un peu pédagogique. On a cherché à le faire ludique, avec de l'interaction toujours avec des DVD, etc., qui sont à disposition du public, et des kakémonos qui expliquent un petit peu l'histoire, mais aussi le jeu vidéo est parfois critiqué, on ne le connaît pas forcément bien, donc nous on a envie aussi de mettre la lumière sur certaines critiques qui lui ont été faites, sur les préjugés qui l'ont touché. Et du coup, voilà, c'est ce côté pédagogique qui est un petit peu le troisième homme de notre exposition. Pour mieux comprendre ce phénomène, ateliers, démonstrations et conférences débats rythment le mois d'exposition. L'exposition Play It Rétro à découvrir à Versailles dans le cadre du mois du jeu vidéo jusqu'au 31 mai. On en parle avec le directeur des affaires culturelles de la ville. Est-ce que c'est un succès jusqu'à présent cette exposition ? Oui, ça marche très bien et surtout ça conforte l'idée qu'on avait depuis 2 ans en créant cet atelier numérique à Versailles qui était de rassembler dans un même lieu les mêmes générations, différentes générations, pardon. C'est un peu quelque chose de banal comme idée, mais ça marche très rarement. Et là, on se rend compte qu'autour de thèmes fédérateurs et autour d'un lieu qui est très convivial, on arrive à rassembler, je crois que notre plus jeune habitué, qui évidemment s'est précipité à cette exposition à 7 ans, et puis notre habituée la plus âgée a plus de 80 ans, et elle est régulièrement à l'atelier numérique, et elle n'a pas manqué de venir effectivement à cette exposition. Comment s'est construite l'exposition ? Vous avez travaillé tout seul pour rassembler toutes ces pièces de musée ? Non, en fait, on a travaillé en partenariat avec le musée du jeu vidéo, qui est vraiment une institution spécialisée à Paris, qui a notamment certains espaces d'exposition à la Défense. Voilà, c'est vraiment une collaboration avec eux. On avait envie de travailler avec des spécialistes, et c'est eux qui ont pu nous proposer du coup différentes approches qui ont bien été présentées dans le reportage. Une approche d'abord ludique, on peut jouer, on peut pratiquer sur des anciens jeux vidéo. Une approche aussi démonstrative, puisqu'on voit comment le jeu vidéo a évolué et comment il va évoluer justement grâce aux nouvelles technologies dont on parlait tout à l'heure. Et puis une approche pédagogique sur les dangers et les fausses idées, les idées reçues dont on parlait tout à l'heure également. Donc c'est vraiment une interaction avec ce spécialiste du jeu vidéo qui nous a permis de vous présenter aujourd'hui cette exposition. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de permanent autour du jeu vidéo à Versailles ? Ou là, c'était juste un one-shot ? Alors ce n'est pas un one-shot, effectivement. Tout à l'heure, Emmanuel de Crépy, maire adjoint, parlait du mois du jeu vidéo. Donc effectivement, ce n'est plus un scoop. Il y aura chaque année un mois du jeu vidéo. On va vraiment continuer à imaginer la programmation culturelle de toute l'année autour de mois thématiques, sur des thématiques un peu innovantes. Et évidemment, le mois de juin est consacré au théâtre, et maintenant, le mois juste avant est consacré aux jeux vidéo. Donc de permanent, je ne sais pas, peut-être un jour. En tout cas, pour l'instant, un mois, le mois de mai, chaque année, qui sera consacré aux jeux vidéo, tout à fait. Et l'opération qui rencontre déjà, vous nous l'avez dit, un très grand succès. Le jeu vidéo a plus de 40 ans. Nous avons voulu savoir si vous étiez fan de jeux vidéo, et lesquels d'ailleurs. Peut-être les anciens jeux, je dois avoir une Sega qui traîne au fond de chez moi, quelque part. De temps en temps, on la ressort pour jouer, ouais. Je suis toujours adepte des jeux vidéo. Plein. PlayStation. Après, on a plus de jeux de combat, jeux de guerre. Après, jeux de plateforme. Plus souvent ça. Et un peu jeux de voiture, beaucoup de jeux de voiture. Oui, on m'est arrivé, ouais. Plutôt les constructeurs de monde, SimCity, Civilisation, des choses comme ça, ouais. Non, pas du tout. Du tout. Non, j'ai pas vraiment l'âge, vous savez. On a le plus connu Mario, on a Tetris, il y a Battle, Soldier, il y en a plein d'autres que j'ai oubliés, mais ouais, il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal. Toujours sur les Counter-Strike, les dernières générations, les Battlefield, les Call of Duty, enfin comme tout le monde, quoi. Votre jeu vidéo, à vous, préféré du moment ? Non ? Il y en a un ? C'était un piège, je ne peux pas faire de publicité, évidemment. C'est trop facile. Le type de public, on l'a vu, est très très large sur cette opération que vous proposez, pardon. Mais on parlait aussi tout à l'heure des parents qui ne connaissent pas les jeux vidéo, qui ne connaissent pas forcément les habitudes des enfants. Il y a la mode du gratuit en ce moment, ces jeux vidéo qu'on peut télécharger sur les smartphones. Exactement. Et puis ensuite, par contre, il y a des micro-paiements. C'est-à-dire que c'est $1, sauf s'il y a beaucoup de téléchargements à la fin de la semaine et à la fin du mois, ça coûte très cher sur les factures. Et là aussi, vous proposez une conférence. Exactement, justement, on voulait s'intéresser à ces jeux vidéo gratuits ou supposément gratuits, à ces jeux vidéo en ligne qui ne nécessitent pas ni de téléchargement, ni de CD, ni de console, ni quoi que ce soit. Donc voilà, on a 2 conférences. Vous pouvez retrouver le programme en ligne, comme vous l'avez dit, qui sont consacrées à ces nouvelles formes de jeux vidéo qui sont
probablement la forme de l'avenir. Hein. On peut imaginer que ce seront les jeux vidéo les plus répandus. Donc il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect éducation. Il y a l'aspect éducation, mais de toute façon, pour nous, si vous voulez, ce sont vraiment deux aspects qui sont indissociables. À partir du moment où on a une création, à partir du moment où on a une innovation culturelle, ce que bien sûr on défend, on va d'autant plus nous la défendre qu'elle a un impact fort sur la société. Et là, le jeu vidéo, incontestablement, ça a un impact fort sur la société, ça a une dimension créative, culturelle, donc évidemment on s'en empare et on ne peut pas dissocier la création de l'aspect sociétal, de l'aspect éducation, sinon la culture sans impact sur la société ne sert à rien, donc c'est de ça qu'on parle. Et ce sera le mot de la fin. Merci Johan Merci à vous d'être venu, directeur des affaires culturelles à Versailles. L'exposition c'est jusqu'au 31 mai et différentes conférences proposées autour du jeu vidéo, du mois du jeu vidéo. Merci encore à vous. Merci. Courir n'est pas suffisant, c'était le mot d'ordre du MUD dès cette compétition qui voit s'affronter sur plus d'une dizaine de kilomètres des milliers de participants, amateurs de sports extrêmes au programme eau, électricité, glace, mais surtout de la boue. L'étape parisienne vient de se dérouler à Ben, Anthony Reich. Sur 13 km et 22 obstacles, le menu du Mud Day est simple, de l'eau, de l'électricité, de la glace, mais surtout... De la boue, de la boue, de la boue. Au milieu des 6000 participants du jour, Marianne, Guillaume et Thierry ont plongé avec une dizaine d'amis dans l'enfer de la boue. Malgré la pluie, ces mudeurs doivent passer les obstacles coûte que coûte à la manière des commandos d'unité d'élite. Esprit d'équipe et survie deviennent alors indissociables. Il y a une entraide aussi, parce que c'est une course qu'on ne peut pas faire si on ne s'entraide pas. Ouais, il y a une entraide au sein de notre équipe et puis aussi avec les autres participants, des gens qui demandent s'ils peuvent aider, si tout va bien. Donc ça, c'est un côté très sympathique. Si Thierry franchit les premiers obstacles sans encombre, la boue du Mud Day réserve parfois de mauvaises surprises et au moment où on s'y attend le moins. J'étais après les sauts de boue qu'il fallait soulever et sur un chemin plat, j'étais en train de marcher en plus normalement et j'ai glissé et j'ai réussi de me rattraper et mon pied a fait crack. Je pense que c'était pas les bonnes chaussures surtout. Ouais, je pense que c'était des baskets et les chaussures de marche auraient été bien meilleures. Les participants sont plutôt très contents. Ils sont pas mal fatigués, hein, surtout les derniers qui arrivent maintenant. Ils ont eu assez froid, mais c'est le jeu, hein, on est là pour se faire mal, tout ça dans une bonne ambiance. Pour lui, le Mud Day s'arrête là, mais sans aucun doute, il reviendra se frotter à la boue. De leur côté, après 2h30 en enfer, pas de chronomètre ni de classement pour Marianne et Guillaume, car au Mud Day, participer est déjà un exploit. Et pour l'intégral sport, rendez-vous chaque lundi 18h30 sur TV Fil avec Anthony Reich, le C8 Sport, pour revenir sur l'essentiel de ces derniers jours. Le journal, lui, revient demain, mardi, même heure, le 7-8 L'Actu avec les images de la plus grande compétition de poker associatif. C'était au Vélodrome de Montigny-le-Bretonneux, mais aussi l'action lancée par l'APF en France pour qu'enfin l'accessibilité soit de mise dans les lieux publics pour les personnes handicapées. Et puis le témoignage en plateau d'une Ukrainienne, elle réside à Versailles, vice-présidente de l'association Perspective Ukrainienne. Elle nous livrera son sentiment alors que dans son pays, les indépendantistes pro-russes évoquent un soutien quasi total de la population à leur projet à l'issue d'un référendum très contesté. À demain, mardi. Bonne soirée.